Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver au programme de cette médiasphère. Le retour d'un président, c'est ce matin et il s'agit de François Hollande. La sortie politique et médiatique après des mois de silence, c'est Martine Aubry. Et attention, vous allez l'écouter, ça déménage. Retour sur une séance de cajolothérapie du Premier ministre. Et vous, je vous aime, la France qui se lève tôt, tout en images et tout en com. L'appel au don du président Macron. Le fond, la forme ont du mal à passer. Ça se lâche, vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Et on parlera de l'engouement autour du couple présidentiel. Record des ventes pour les magazines Elle et Le Point. Et puis on parlera aussi quand même de valeurs morales et d'Assemblée nationale. L'équipe de la médiasphère, Virginie Leguet, bonjour. Bonjour. Journaliste au service politique de Paris Match, chef adjoint du service politique. François Lorcival, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Frédéric Foscani, fondateur de QSN Digital. Bonjour. C'est bon, je l'ai bon. Et Olivier Simelière, conseiller en communication. Bonjour. Fondateur du blog des communicants. Bonjour, cher Olivier. On commence donc par un retour, celui du président de la Fondation La France s'engage, tout un programme, on va y revenir. Inauguration des locaux, alors c'est dans 1h30, c'est à Paris, dans le 8e arrondissement, au cœur de la station F. Rien n'est laissé au hasard, incubateur de start-up, comme c'est étrange. Alors avant l'image, c'est tout à l'heure, je vous propose de l'écouter, c'était hier, première séquence, François Hollande. La Fondation, elle n'a pas de portée politique au sens où je voudrais utiliser une fondation pour faire de la politique. Il y a des partis. Il y a des initiatives qu'on peut prendre, des déclarations qu'on peut faire. Et puis, il y a une fondation qui, elle, doit être au service du plus grand nombre, quelles que soient les sensibilités. Donc moi, je dois aider, je dois accompagner, je dois soutenir toutes les initiatives d'où qu'elles viennent, de quelque territoire. Et sûrement pas utiliser une fondation à des fins politiques. Sûrement pas. L'occasion de revenir rapidement quand même sur la séquence de l'été, carte postale, petite phrase, souvent acerbe. Le sûrement pas, vous y croyez? On est dans la forme, on est dans l'image, on est dans la com? Non, oui. Ça se tourne vers moi, ce regard? Bah oui. Le sûrement pas, sûrement oui, c'est-à-dire qu'il va sûrement parler, il va sûrement faire des petites phrases, il va sûrement faire des petits commentaires, mais je pense que son avenir politique est derrière lui. Et on ne peut pas avoir été le premier président de la Ve République dans l'incapacité de se représenter et espérer un jour regagner suffisamment de confiance et de crédit auprès des Français pour se relancer dans une carrière politique. Et n'oublions pas son âge, qui est malgré tout pas très avancé, mais suffisamment avancé pour que dans 5 ans, ça le rende extrêmement décalé par rapport à un président qui aujourd'hui a 39 ans. Le plus jamais en politique, vous y croyez, vous, autour de la table? Je pense surtout que c'est une manière de ne pas décrocher de la vie politique et médiatique. Déjà, durant le mois d'août, François Hollande a quand même taclé assez régulièrement la politique d'Emmanuel Macron, à tel point que celui-ci lui a demandé de calmer un petit peu le jeu. Hors des frontières, c'était justement là où le président dérogeait à la règle, donc il y avait quand même un peu urgence. Donc je crois que c'est une manière de continuer à peser dans le débat. Je pense effectivement pas qu'il ait des ambitions présidentielles pour 2017, quoique avec les politiques on peut 2022 s'attendre à tout, ou 2022. 2022, oui, et 2017 il n'en avait plus. Il y a la cryogénisation qui pourra peut-être aider, mais oui, non, il y a cette incapacité à décrocher. On l'a vu aussi avec Nicolas Sarkozy, qui lui se compare à Emmanuel Macron, mieux, etc. Ils veulent continuer à exister. Alors il y en a un des deux quand même qui n'ont fait que de la dîne à politique. l'Élysée. Leur vie a été la politique. Ils n'ont fait que de la politique depuis leur plus jeune âge et ils ne se sont engagés que dans la chose politique. Donc c'est difficile, c'est comme une addiction, c'est difficile de s'en défaire. On se souvient de Jacques Chirac. Alors oui, c'était pas d'hier, bien évidemment, à la tête d'une fondation. On était plutôt dans la discrétion. Là, on a quand même un retour avec la séquence de cet été, médiatiquement, qui pèse, qui compte. C'est pas un hasard. Si. Qu'est-ce que ça veut dire, la France s'engage? C'est une fondation qui s'appelle La France s'engage. C'est tout de même extrêmement politique comme intitulé. La France s'engage. C'est un beau slogan, presque. Mais oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'il s'engage pour des œuvres humanitaires, ce qui serait logique pour un ancien président de la République? On n'a pas encore compris. Alors naturellement, il y aura la conférence de presse qui va nous annoncer tous les projets de La France s'engage. Mais je pense que ces projets à lui sont très simples. S'exprimer et attendre. Parce que, oui, il y a l'âge. Enfin, François Bayrou s'est relancé
un âge plus senior, si je puis dire, que François Bayrou ne s'est pas présenté. Il a soutenu un candidat, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il a voulu, il a constaté, du coup, il s'est affilié. Il a pesé dans la campagne présidentielle et il entendait bien exister. Donc François Hollande, ce qu'il lui faut à lui, c'est se dire « et si jamais ?» Parce que la France s'engage, c'est naturellement François Hollande s'engage à un moment donné. On est bien d'accord. D'autant plus qu'on peut constater qu'aujourd'hui, il y a un désert du côté des socialistes, du côté de la droite, etc. Il y a un espace à occuper. Et c'est bien pour ça qu'on a une séquence, et notamment depuis hier, on va en parler, où on voit apparaître certaines figures qui sont en train de se manifester parce qu'ils ont bien constaté qu'il y avait un espace à occuper, que ce soit Martine Aubry, François Hollande, François Bayrou, hier, qui sont tous en train de... Qui a fondé son propre mouvement. Qui veulent essayer justement d'occuper cet espace parce qu'aujourd'hui, à part les insoumis et l'exécutif, il n'y a réellement aucune expression. C'est la rentrée des classes pour tout le monde. Oui, Virginie Le Guin. Oui, on parle de François Bayrou, de Martine Aubry, et même de François Hollande, mais ces personnalités-là... Surtout l'homme du jour. Oui, mais ces personnalités-là font partie du vieux monde, c'est-à-dire d'un monde qui n'a fait que de la politique depuis 30 ans, pour ne pas dire plus, qui a montré aussi les limites des différentes politiques qui ont été suivies par les uns ou les autres, et dont les Français ne veulent plus. Moi, je suis quand même très surprise de voir qu'après cette longue séquence électorale que nous avons eue de septembre à juin dernier, il n'est pas compris à quel point le rejet était puissant en ce qui concerne la classe politique traditionnelle qui a occupé le devant de la scène depuis 30 ans. Je ne sais pas si ça a évolué, mais sur les réseaux sociaux, si mes souvenirs sont bons, quand il y a eu les petites piques, les petites phrases et les cartes postales cet été de François Hollande, ou en fin d'été de François Hollande, les internautes avaient mal réagi. Alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui avec cette pseudo... apparition sur ce point-là, il est évident que Virginie a raison. Ils n'ont aucune influence sur le débat actuel, aucune. Mais ils s'expriment. Ils s'expriment, vous l'avez dit, pour exister, mais rien... C'est de la communication pure ? Mais c'est de la communication. Ça veut dire, je suis là et je dis des choses. C'est une stratégie. Mais je viendrai ensuite sur Martine Aubry. Mais dans l'avenir, qui sait la manière dont les choses vont se passer ? Personne. Qui nous disait, qui nous aurait dit au mois de juin qu'en 2 mois, Emmanuel Macron perdait 25 points dans les fameux instituts de sondage et qu'il perdait en ce moment, je ne dis pas que c'est pour l'avenir, mais sa bataille de l'opinion. Bon, encore aujourd'hui, c'était le débat précédent. Ça c'est intéressant. Donc, on est dans la bataille de l'opinion dans cette rentrée, plus que dans la bataille de fond. On est dans la forme. Pour l'un et pour les autres, ça dépend. Oui, puis on est surtout sur une forme aussi de dégagisme. C'est le mot qu'emploie d'ailleurs souvent Jean-Luc Mélenchon. Même pour la presse. Pour la presse, lui de toute façon il allume tout le monde. Hormis lui-même, bien sûr. On est dans ce cadre-là, et sur les réseaux sociaux, justement, on le constate énormément. Il y a un rejet puissant, et il y a un décalage, une déconnexion complète entre ce que les gens expriment et ces fameuses personnes, comme François Hollande et tant d'autres, qui eux veulent... Ça n'imprime pas François Hollande ? Je pense qu'ils n'ont pas envie de l'entendre. Ils sont ailleurs, ils sont sur une autre dimension, et leur seul objectif, c'est la survie, d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme le souligne Virginie, ce sont des gens qui n'ont vécu que de la politique. Soudain, tout s'arrête. Qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai pas de plan B. Alors je continue, je trouve une fondation, je passe chroniqueur à la télévision, parce que maintenant c'est la grande mode. Voilà, j'essaie de continuer à exister, mais ils sont complètement déconnectés des réalités. Alors je dis pas que ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est forcément fin et intelligent, parce qu'on voit aussi de sacrées choses, pas très reluisantes, mais ils sont déconnectés. Et on est dans ce dégagisme, et eux essaient de survivre et de nager là-dedans. Mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher. On a quand même des exemples... Reprocher d'essayer ? Oui, d'essayer. On a quand même des exemples dans l'histoire politique, je dirais, de cette faculté d'oubli de la part de l'opinion publique. Ou des personnes justement qui à un moment donné tout s'était écroulé pour elles et finalement ont attendu que la vague passe et sont revenus au premier plan. Mais ça, est-ce que c'était pas du passé ? Est-ce que ça fonctionne encore ou pas ? Exactement, il continue de fonctionner comme ça. Mais c'est fini. Mais moi vraiment, je suis stupéfaite d'entendre ça. C'est fini. On a vu les séquences de l'année dernière. Nicolas Sarkozy éliminé au premier tour de la primaire. François Hollande dans l'incapacité de se représenter. Alain Juppé, qu'on avait présenté pendant des mois comme le futur président de la République, éliminé
éliminé au second tour de la primaire, et ainsi de suite. Les limites de la com et de la stratégie marketing, c'est revenir à tout prix, sauf que les Français sont là. Sauf que les Français n'en veulent plus et qu'ils l'ont dit et répété. Et quand on parle là, comme vous venez de le faire, de la bataille de l'opinion en ce qui concerne Emmanuel Macron, moi je crois que le problème est plus complexe. Il ne s'agit pas de bataille de l'opinion, il s'agit simplement de clarté. C'est-à-dire que les Français n'ont pas bien compris ou ne comprennent plus où veut en venir Emmanuel Macron, quelle est son exigence de réforme, parce que c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours, des va-et-vient, des contradictions, des j'annonce puis je n'annonce plus, je dis puis finalement je change d'avis, je dis que ça sera en telle année puis ça sera plus en telle année, et là je crois qu'ils sont juste perdus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va leur demander comme effort? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on va leur accorder? Là, il y a un cursus qui n'est pas tout à fait délimité et que les Français attendent de comprendre. Et je crois que c'est ça la difficulté. Alors, on va revenir dans quelques instants, bien évidemment, sur cette offre publique du président. L'occasion de reparler, bien évidemment, d'Emmanuel Macron. Mais pour être totalement complet et pour rassurer quelque peu les Français sur les intentions de François Hollande, qui, encore une fois, s'exprimera dans 2 heures, on a autre chose pour vous écouter. J'aurais à revenir là-dessus, là aussi, ne soyez pas pressés. Et chaque chose doit se faire en son temps. Et lorsqu'il s'agira de regarder ce qui a été fait, ne vous en faites pas, vous me trouverez. Un livre viendra, il ne doit pas là aussi être précipité, il n'y a aucune urgence. Ce qui doit être fait, c'est surtout des leçons à tirer de ce qui a été réalisé pendant 5 ans. Dites-moi, on n'est pas dans une stratégie de com, là. Le livre... Tout est prêt, et comme le disait François tout à l'heure, il reviendra. Non, c'est très intéressant quand même d'entendre prononcer le livre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le livre qui devait présenter tous les exploits du quinquennat. Il y a le livre à venir. Et, exactement, et c'est ce livre qu'il a exécuté, comme vous venez de le dire. Qu'il veuille à nouveau un livre pour se défendre, ça va être tout de même un sommet. Mais là, c'est peut-être lui, cher François, qui va l'écrire. Oui, enfin bon, je veux bien, mais bon, c'était tout de même lui qui était le personnage unique, principal, et les journalistes ont pris sous sa dictée tout de même. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'heures d'enregistrement encore qu'ils n'avaient pas utilisées. Il y aura peut-être un contre-livre après celui de François Hollande. Quand on parle d'opération de com et d'opération de marketing, on est quand même pas loin. On est complètement dans la réflexion stratégique de communication. Il y a juste un petit détail qui manque, c'est l'utilisation de l'ensemble des leviers, et notamment les réseaux sociaux. Pour l'instant, François Hollande n'a aucune présence sur les réseaux sociaux, et les seules personnes qui... Le fait d'être hébergé à la station F, en plein cœur de start-up, ça va... Oui, mais va falloir... Là aussi, c'est un signe. Emmanuel Macron, la France, la start-up, lui, ses locaux hébergés dans une start-up. Il faut prendre soi-même la parole. Il ne faut pas laisser l'espace, les autres s'exprimer à sa place. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce sont les autres qui s'expriment. Et pas en termes flatteurs. Suite à l'annonce d'hier concernant François Hollande, ce qui se passe ce matin sur Twitter, c'est pas du tout positif le concernant. On est dans le dégagisme. Ah, on est clairement sur Twitter ce matin dans le dégagisme. Sur Twitter, on n'a plus besoin de lui. Mais François Hollande... Donc ça veut dire que la séquence que vous allez vivre, grâce à nous notamment aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux déjà caduque, déjà passée ? Ça n'imprime pas ? Elle est décalée surtout. Oui, c'est ça. Il y a 2 mondes qui se côtoient, qui sont en parallèle, chacun avec sa stratégie. François Hollande, effectivement, a sa feuille de route, pose des jalons, c'est la bonne vieille stratégie, j'essaie de voir à moyen terme, à long terme, etc. Et puis les réseaux sociaux qui, eux, ne cessent de taper, parce qu'eux sont dans le court terme. Mais François Hollande, il est dans une opération de réhabilitation. Il l'avait d'ailleurs déjà dit à Arles au mois de juillet. Il a dit, vous verrez, vous allez récolter les fruits de ce que j'ai semé, s'adressant à Emmanuel Macron. Et là, il continue. Il dit, vous allez voir, cette embellie que la France connaît actuellement, c'est grâce à moi. Mais ça, c'est une stratégie toute personnelle qui fait suite à une humiliation énorme, qui a été celle de dire « je ne peux pas me représenter ». Franchement, c'est une impuissance politique absolue qu'il essaye aujourd'hui de surmonter en disant « mais non, finalement, ce que j'ai fait n'était pas si mal ». Et surtout le bilan insincère et la Cour des comptes mise en scène. Ça, c'est pas passé aussi. Je crois que c'est peine perdue. Ce qu'il pourra dire ou faire pour tenter de réhabiliter un quinquennat que les Français ont jugé et sur lequel ils ne reviendront pas, me paraît être quasiment une opération inutile d'avance. Oui. Mais on voit bien son désir de se réinscrire dans l'histoire. Je crois que c'est trop tard. Oui, non. En politique, jamais. En politique, jamais. Sauf le jour où vous êtes enterré.
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on est passé à une autre rythme Et à d'autres encore, regardez le Franchement. général de Gaulle, comment il a été appelé bien sûr, dans cette campagne présidentielle, et il continue à l'être. Il avait 60 ans, 69 ans. Enfin, c'était en d'autres mœurs, d'autres périodes, d'autres Mais comme quoi, exigences vous avez toujours historiques. l'ombre d'eux. Mais d'ailleurs, l'un des soucis de l'opinion aujourd'hui avec Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron est arrivé porteur d'une promesse, d'une révolution dans les comportements, dans l'action, dans la présentation, dans la communication. Promesse qui pour l'instant n'est pas tenue. Bon, mais la réalité, c'est qu'on fait de la politique, et on fait de la politique comme toujours. Alors j'en viens aux fameux réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce sont des gens qui cliquent, qui envoient des messages, etc. Ce sont des gens qui font ça toute la journée. Mais ils existent, ce ne sont pas des machines. Donc c'est une partie, une section de l'opinion publique. Voilà. Alors les Pas réseaux forcément, sociaux... pas tout le temps. Mais derrière, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, vous avez raison François Dorcival, il y a quand même des gens. Oui, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, C'est un Facebook ou phénomène Twitter. qu'on constate dans d'autres pays. Regardez en Angleterre, Theresa May, qui au départ a été portée au pinacle et est descendue très bas aussi. Mais par Regardez. son action. Pas par les réseaux, c'est par leur action. Les quand même un déclencheur. Les réseaux, Ça se discute. Ils vont dans un sens ou dans l'autre, les réseaux. Ils n'ont pas fait l'élection présidentielle, les réseaux. Ils y ont contribué quand même. Ils ont largement contribué. Si vous prenez l'élection de Donald Trump, par exemple, alors là, pour le coup, on a un bel exemple de la puissance des réseaux sociaux. Mobiliser. Pour mobiliser et démobiliser. et pour maintenant attaquer le bilan et surtout l'embrouillamini de la politique de Trump à l'égard de la Corée du Nord et de plein d'autres choses. Donc ça existe, mais pas seulement. Mais beaucoup de politiques n'en tiennent pas compte. Et puis il y a une vraie impatience de toute manière aussi. On est dans une période où on veut tout de suite. Frédéric, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ou si vous allez pouvoir le consulter pendant que nous parlons au chapitre des retours. Et il y en a un, on ne pouvait pas le louper. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Elle s'appelle Martine Aubry. Et quand elle sort du bois en général, ce n'est pas pour rien. Écoutez. Aujourd'hui, on commence à voir un peu clair sur ce que j'appellerais un mauvais départ de la part du président de la République et de son gouvernement. D'ailleurs, les Français, je les juge sévèrement, et je crois qu'ils ont raison, parce que dans le fond, aucune des priorités de la France aujourd'hui, l'emploi, quand on commence par supprimer les emplois aidés, le pouvoir d'achat, quand on baisse l'APL et quand on taxe les retraités avec la CSG, la croissance n'est traitée. La croissance, la préparation de l'avenir, l'université, la recherche. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on a ? La précarisation des salariés et une politique d'austérité. Alors, on est dans la médiasphère, vous le savez, pour décrypter les coulisses de la com. Et alors là, je voudrais bien que vous décryptiez, pour celles et ceux qui nous regardent, ce retour de Martine Aubry, totalement silencieuse depuis des mois. Elle est là. Elle est là au bout de 3 mois de présidence Macron, et elle estime que c'est suffisant pour en tirer un bilan, et forcément un bilan négatif. Et elle en profite d'ailleurs, si j'ai bien compris l'ensemble de ses interventions, pour justifier des recettes qu'elle a utilisées, elle, il y a combien de temps, rappelez-moi, 30 ans. Moi, je trouve que tout ceci n'est que du bruit, n'est que de la parole creuse et vaine. Je ne pense pas que Martine Aubry ait plus la moindre influence. Comme François Hollande, ça n'imprime plus, c'est du passé. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. La différence de François Hollande, elle a mal vécu. Martine Aubry, c'est la mélancolie. Parce qu'elle a mal vécu. C'est l'amertume et la mélancolie. Oui. Elle a mal vécu les 5 ans du quinquennat. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 5 ans ? Elle était de temps en temps dans le débat public et de temps en temps pour animer, soutenir, exciter les frondeurs. Voilà, les frondeurs. Mais en dehors de ça, rien. La dernière fois qu'elle est sortie dans le débat public, c'est au moment des élections législatives dans le Nord. Elle venait soutenir les candidats socialistes dans le Nord. 21 circonscriptions. Combien d'élus socialistes à la sortie ? Aucun. Et donc, elle est dans la tristesse, l'amertume et la mélancolie. Et aujourd'hui, que peut-elle faire d'autre que de porter des jugements parce que, voilà, elle aussi, elle a besoin quand même de ne pas disparaître. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français, si j'ai bien compris, que ce soit pour François Hollande ou Martine Aubry, n'impriment plus ou ne veulent plus imprimer
cette forme de sortie de petites phrases ou de communication très personnelle? On est un peu dans vous savez, le film Un jour sans fin. On a l'impression qu'il ressasse en permanence les mêmes arguments depuis 30 ans, comme vous disiez. Et là, apparemment, elle saisit l'opportunité de la baisse dans les sondages d'Emmanuel Macron en se disant, effectivement, il n'y a aucune opposition en face. C'est l'occasion de se faire entendre. Sauf que en face, les personnes, comme nous tous, je dirais, n'attendent plus ça. Ce matin, sur Twitter, il y a eu un message émis par Jérôme Godefroy à propos de l'intervention de Martine Aubry. Qui est Jérôme Godefroy? Alors, qui est un journaliste, ex-journaliste, mais qui est un tweetos influent. Ah bon? Et qui est très actif, à défaut d'être et qui est très actif. Alors que l'on peut contester ou pas selon ce qu'il dit, mais il avait une définition intéressante pour Martine Aubry. Il disait, on dirait un vieux 78 tours qui se répète en boucle, en boucle, en boucle. Moi, j'ai l'impression, pour Aubry et pour d'autres d'ailleurs, que c'est effectivement ça. Et ça, les gens n'en veulent plus. On passe à autre chose. Que ce soit François Hollande, Martine Aubry ou tous ces gens que moi j'appelle de l'ancien monde, finalement, ils ne sont que dans le sabotage. C'est-à-dire que, comme le disait très bien François, Martine Aubry, elle a été totalement inefficace pendant le quinquennat. Elle n'a apporté aucune idée, elle n'a apporté aucune contre-idée, elle n'a fait que critiquer, elle n'a fait que rester dans son coin quand ça l'arrangeait, sortir quand elle voulait, mais elle n'a jamais rien proposé. Elle est dans la négation, elle est dans la conscience probablement aigrie que son temps est passé et qu'elle ne s'y fait pas, mais c'est vrai que son fief électoral se réduit élection après élection et qu'elle n'est plus grand-chose. Martine Aubry, aujourd'hui, elle est maire de Lille. Maire de Lille. C'est tout. Bien sûr, et elle prend la parole après le succès de la Grande Braderie, ce qui est naturel et annuel chez elle. Eh bien écoutez, on va en rester là sur Martine Aubry et son retour. Dans quelques instants, on va parler de calinothérapie et de ce gouvernement, cet exécutif qui a quitté les ministères pour se retrouver sur le terrain. Et sur le terrain, vous le savez bien évidemment, c'est l'actualité du jour, c'est Irma qui se déchaîne. Des vents à plus de 350 km/h, Saint-Martin, Saint-Barthélemy en première ligne, des déluge de vent, des vagues à plus de 10 mètres. Et Guillaume, vous êtes revenu avec nous, point sur la situation à 9h30. On est presque dans l'œil, dans le cœur justement de ce cyclone. Oui, c'est vraiment au cours des 2 prochaines heures que le maximum d'intensité va être atteint sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ça a déjà été le cas sur l'île de Barbuda. C'est juste situé à 150 km à l'est de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Là, on a eu une rafale maximale de 295 km/h et aussi une brutale élévation du niveau de la mer de 2,60 m. Ça laisse craindre des inondations sur l'île de Barbuda. C'est ce qui va se produire au cours des prochaines heures avec cet œil qui va progresser petit à petit vers les îles du Nord. Concrètement, voilà à quoi doit-on s'attendre au cours des prochaines heures. Les rafales de vent pourront atteindre ou dépasser les 300 km/h sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec cette trajectoire qui va donc traverser les 2 îles. Vraiment, l'ouragan va passer entre les deux. C'est pour ça que ce sera le plus fort sur ces 2 îles par rapport à la Guadeloupe. Et puis l'ouragan qui va ensuite progressivement se diriger pour les journées de demain et de vendredi vers Porto Rico ou encore la République dominicaine. Donc vraiment grande prudence au cours des prochaines heures. Le maximum d'intensité pour l'heure de la métropole, c'est jusqu'à 15h cet après-midi. Merci beaucoup Guillaume Woznica, puis bien évidemment vous intervenez si besoin, même dans la médiasphère. Avant de reprendre le cours de cette émission, on va être complet justement, on va rejoindre Xavier Chabot qui depuis ce matin nous fait vivre la situation justement depuis Saint-Martin. Écoutez-le. Les vents s'intensifient de plus en plus. La moitié de l'île, la partie vraiment nord-est de l'île est déjà sous l'eau, on va dire. C'est des vents violents avec de la pluie. On est reliés tous dans notre petit réseau entre nous par WhatsApp et on peut se donner des informations nécessaires à la sécurité. 80%, allez, on va dire 75% pour le moment de l'électricité a été coupée. Donc là, on est encore dans une zone où on a du courant, heureusement. On a eu une coupure des réseaux téléphoniques il n'y a pas longtemps. Mais bon, voilà, ça s'est rétabli. Merci Xavier, et puis on se retrouve bien évidemment avec vous si besoin. Regardez cette image, tiens, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, elle est actuellement à la cellule de crise et elle suit point par point et d'heure en heure la situation. Vous pourrez la suivre bien évidemment sur LCI. On en revient à nos sujets et ces sujets, je vous propose de l'écouter.
vous a fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que la situation est vraiment très inquiétante pour les habitants de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth? Alors d'abord, je voudrais dire qu'effectivement la situation est inquiétante parce qu'on a des phénomènes aujourd'hui qu'on connaît peu, qui dans leur intensité dans cette partie des Caraïbes. Deuxièmement, je voudrais dire que le gouvernement, les forces ont été largement anticipées. On a sur place plus de 300 personnes prêtes à intervenir. On a suivi en temps réel l'ensemble des messages qui ont été envoyés. La plus forte inquiétude que nous avons, vous l'avez entendu, c'est que le phénomène, là où il va frapper, à la fois la houle importante, donc les vagues, la marée, la puissance des vents vont faire qu'on va toucher des espaces très denses en population, des espaces où les habitations malheureusement sont de fortune et où les gens ont refusé pour l'instant en quantité suffisante d'aller se protéger. Donc s'il y a un message qu'on peut encore faire passer parce que les communications fonctionnent encore un peu, c'est effectivement de se protéger un maximum et d'écouter les conseils et les consignes qui ont été données. On a une situation difficile. Ça a été anticipé, la mobilisation est générale, l'avant et l'après, puisque la bonne nouvelle, c'est que la Guadeloupe sera moins touchée que ce qu'on pouvait penser et qu'on peut avoir un hub logistique à partir de la Guadeloupe où on rapatrie actuellement à la fois des moyens et des hommes de la Martinique, de la Guyane pour intervenir sur Saint-Martin, sur Saint-Barthélemy le plus vite possible après les événements. Quels sont ces moyens justement qui ont été mis en place? Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel de la mobilisation du nombre d'hommes? Alors, c'est des moyens en hommes, c'est des moyens en matériel et c'est aussi, bien sûr, la question de l'eau qui doit être prise en compte. Donc, on a à la fois des navires, qui est prépositionné, l'autre qui remonte. On a des colonnes d'hommes, c'est une soixantaine d'hommes, 2 colonnes qui vont également être prêtes. On a l'eau qui est déjà à bord du navire qui pourra se rendre sur Saint-Martin assez vite, sachant que sur place, on peut tenir un peu plus de 24 heures avec l'ensemble des réserves qui sont déjà mises en place et disponibles sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il y a des hélicoptères, bien sûr, un certain nombre de moyens dont on attend aussi confirmation. Le nombre d'hommes, vous savez à peu près On a à peu près 350 hommes supplémentaires qui pourraient effectivement, me dit-on, être projetés assez rapidement ou envoyés assez rapidement. Est-ce que vous avez eu des coups de téléphone de personnes là-bas, de gens de la sécurité civile qui voient la vitesse du vent? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose est-ce qu'ils vous témoignent un peu de la violence Alors pour l'instant, nous sommes encore en liaison avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le grand moment difficile va être celui où les communications seront coupées. Oui, les premiers effets du vent se font ressentir sur place, alors qu'il n'y a pas suffisamment de gens encore à l'abri malheureusement. Donc c'est une forte inquiétude pour nous. Les effets sont ressentis, la houle commence. Il faut aussi effectivement dire que les avions de Saint-Barth, de Saint-Martin sont allés se protéger dans le sud, que les navires se sont mis à l'abri puisque il va y avoir aussi là des conditions météo très difficiles. Moi, j'appelle aussi la Guadeloupe, la Martinique, notamment ceux qui sont en mer, à se protéger très très vite s'ils ne l'ont pas encore fait, puisque on sait que le phénomène va frapper très fort. Puis ensuite, je veux aussi dire un petit mot pour tous les Français. Ça peut toucher à peu près 5000 personnes, on ne le sait pas bien, tous les Français qui sont sur les autres îles, qui seront également frappés par ce cyclone, puisque nous avons, mis nos moyens sur nos 2 îles françaises qui seront touchées, mais nous avons des Français dans l'ensemble de ce bassin maritime, bien que les ambassades sont aussi alertées. Madame la ministre, est-ce que les moyens sanitaires en Martinique et en Guadeloupe sont... Voilà, bien évidemment, sur LCI, on va suivre minute par minute. Place au direct pour ce cyclone Irma. Frédéric Foscani, en ce qui concerne justement les réseaux sociaux, vous voulez nous dire quelque chose d'important? Oui, juste une petite précision. Dans le cadre de catastrophes naturelles, il y a quand même parfois des bons côtés avec les réseaux sociaux. C'est qu'il faut avoir le réflexe de se retourner notamment sur Twitter, sur les comptes officiels, par exemple du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Outre-mer ou de la préfecture locale, qui donnent en permanence des informations
informations sur les précautions, les risques à éviter. Donc c'est un réflexe à avoir. Ça a très bien fonctionné notamment aux États-Unis et c'est aussi une façon de se signaler lorsque les télécommunications sont coupées, d'informer qu'on est à un endroit en particulier. Et les Français sont précurseurs là-dessus parce qu'en plus des comptes officiels, il y a une association qui s'appelle Visov, comme ça se prononce, qui est une association de bénévoles et qui vient supplémenter justement les forces de l'ordre, les forces de sécurité sur le terrain. Vous écrivez ça comment ? VISOV et avec le hashtag. Et là, on peut suivre aussi et récupérer des informations qui proviennent du terrain et qui aident à préciser justement certaines choses là où les interventions doivent être faites. Et ça, c'est un vrai usage bénéfique des réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant. Visov, vous retrouverez ça bien évidemment également sur l'antenne de LCI. La médiasphère, on continue, nous reste un peu moins de 17 minutes et on va revenir sur cette semaine de l'exécutif où justement l'exécutif a quitté le confort douillet des ministères pour aller affronter les frimas de cette fin d'été et notamment les Français. Hier, c'était au tour du Premier ministre de le faire, service après-vente. Au programme, la suppression du RSI, rencontre avec les artisans, un message, la France a besoin de vous, de la com, de l'image, champ contre champ, regardez. C'est un Peugeot de 1975. Comme je ne connais pas trop les autres de Dijon, je veux dire que c'est le meilleur, mais... On fait ce qui nous plaît, moi j'avais envie de travailler. Ça a été un petit peu compliqué, on a fait 6 banques différentes. Quand même, oui. Voilà. Je suis dans le Nord. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Cette lutte contre le chômage, elle passera par des décisions nombreuses d'embaucher de la part des petites, voire très petites entreprises. Que ceux qui prennent les risques doivent pouvoir réussir et qu'on est là pour accompagner tous les gens qui vont avoir des initiatives en France, tous les gens qui vont vouloir développer leur affaire, tous les gens qui ont une idée et qui veulent aller au bout. Bon alors racontez-moi. Les petites venises, les petits paolas, les trucs au fromage. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on est ici, mais ça fait 3 qu'on va mettre un seul bazar dans notre salon. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous pensiez pas ce matin que c'est comme ça. Et pour moi la formation a énormément d'importance, puisque vous voyez, la preuve, ça permet d'embaucher derrière. Bien sûr. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, parce que ça a beaucoup plus de portée quand c'est vous qui le dites oui, que quand c'est moi. Mais c'est exactement. L'important c'est que je vous fasse passer le message et... On en est convaincus. Alors, que n'a-t-on pas dit sur la rentrée, un peu loupé quand même à la radio du Premier ministre, mais là, c'est de la belle com, il est dans son élément. Et alors ça fonctionne ou pas sur les réseaux ? C'est plutôt bien orchestré de leur part. Il faut reconnaître que là, on est dans le cas de figure d'une opération qui a été préparé, organisé, c'est quelque chose qui avait été annoncé dans le programme et c'est un sujet assez fédérateur pour les personnes concernées. Et sur les réseaux sociaux, l'écho est plutôt positif et ils ont plutôt bien orchestré la façon de relayer l'opération sur le terrain, notamment au travers de leur compte Twitter, avec un hashtag spécifique, plan indépendant, etc., à la différence de ce qui s'est passé en termes de communication pour l'APL. Oui, on va y revenir effectivement à ça. Vous êtes séduit justement par cette belle communication, ces images, champ contre champ, les caméras sont là bien évidemment. Non, je suis séduit par la décision prise. Par la décision prise. La même campagne de communication qui ne contiendrait pas le fait qu'ils arrêtent le RSI qui était insupportable à ces professions indépendantes. Et insupporté. Ça donnerait rien du tout. Non, il y a une décision qui est prise. En même temps, François, quand il y a le fond et la forme, ça fonctionne, ou la forme et le fond. Bien sûr. Mais cela dit, il se heurte à une légère contradiction, c'est qu'il s'adresse aux professions indépendantes, il s'adresse aussi aux auto-entrepreneurs, à qui il permet de doubler leur chiffre d'affaires, et il a à répondre dans le même temps aux commerçants de toute nature qui lui disent « Oui, mais attendez, vous êtes en train aussi d'aggraver la concurrence entre eux et nous, et c'est pas logique. » Donc, il faut résoudre tout cela. Donc, ce qui compte, ce sont les décisions politiques, pas simplement les caméras. Ça, c'est beau. Oui, la décision est une décision extrêmement saluée par les personnes concernées. La mise en scène, ça vous gêne ou pas ? La mise en scène ne me gêne pas du tout. C'est tout à fait normal d'accompagner une décision d'une mise en scène et d'une promenade sur le terrain. Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Si je peux. Le seul inconvénient, c'est que cette décision ne s'accompagne pas d'une vision plus générale et que les décisions auxquelles nous assistons depuis quelques mois sont soit prises par surprise, soit annoncées, mais
mais elles ne sont pas remises dans un ensemble plus complet. Et je pense que c'est ce qui pêche auprès des Français, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas très bien quel est le dispositif envisagé de façon complète. Donc là, c'est une décision qui, pour l'instant, semble appréciée, mais d'autres, hier ou avant-hier, ne l'étaient pas, et d'ailleurs n'étaient pas annoncées dans la campagne. Je crois qu'il faudrait une remise en cohérence assez rapide pour que tout le monde comprenne où on s'engage et vers quoi. Le fond est là, en fait, oui. mais il est tellement séquencé qu'on a du mal à relier les wagons. Et ça, justement, c'est le travail de la communication, de remettre en perspective à chaque fois une décision dans un cadre plus général. Ça, c'est vraiment le travail du communicant, plutôt que de faire de la belle image, etc. Alors, restons sur le travail du communicant. Depuis une semaine, le gouvernement, l'exécutif, et on va le voir, même le président, ils sont sur le terrain, proche des Français, de cette France fracturée, de cette France qui n'a pas forcément voté pour le candidat Macron devenu président. Ça aussi, c'est une bonne stratégie de com. Les gens l'ont perçu ou comment ont-ils perçu? À condition d'avoir du fond et d'avoir quelque chose à dire. Parce que si c'est aller sur le terrain et s'agiter, on en connaît un autre qui a fait ça il y a une dizaine d'années. Ça lui a réussi dans un premier temps et ça l'a desservi ensuite par la suite. Donc c'est pas la question forcément du terrain, mais plutôt, et ce qu'on dit depuis là quelques minutes, du fond, et qui est explicité et remis dans son contexte, qui donne de la perspective, qui explique aux gens là où on veut aboutir et quels objectifs on veut obtenir. Alors, il est vrai que le président de la République a pris beaucoup de temps dans son interview du Point pour le dire, mais son interview du Point, elle nous est destinée à nous. Elle n'est pas destinée au grand public, à l'opinion en général. Hein, voilà. Surtout 22 pages. Oui, exactement. Il faut le lire, il faut s'en pénétrer, etc. Ça ressemble un peu, c'est un complément d'explication après son discours qu'il avait prononcé le 3 juillet au Congrès. Mais tout ça, ça n'est pas de la communication directe vis-à-vis de l'opinion. Mais encore une fois, la communication, vous avez maintenant un porte-parole de l'Élysée, vous avez des ministres dont la parole a été libérée, alors qu'il y a 2 mois... J'en profite pour lancer une invitation, d'ailleurs, si le porte-parole de l'Élysée veut bien nous parler de communication dans la médiasphère, quand il veut. Donc, il y a 2 mois, ils n'avaient pas l'autorisation de s'exprimer. Maintenant, ils s'expriment beaucoup plus, d'abord parce qu'ils ont appris, mais ensuite, effectivement, tout ce qui est communication doit et ne peut s'appuyer que sur du contenu. Petite nuance. Oui, allez-y. Oui. Après, on change de thème quand même. Vous parlez... Sauf si vous voulez parler d'Emmanuel Macron, et là, on y va. Je veux parler du terrain. Vous dites très bien. Il y a une reconquête sur le terrain, mais elle est d'autant plus importante que Emmanuel Macron, d'une certaine façon, a été pas si bien élu que ça, contrairement aux apparences. Si on se souvient du premier tour et de la façon dont les Français s'étaient dispersés entre 4 grands candidats qui sont arrivés d'ailleurs assez rapprochés les uns des autres, et du second tour où il a été opposé à Marine Le Pen, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'abstentions, beaucoup de votes blancs, beaucoup de votes nuls, et qu'il y a une partie de la population française qui n'a pas très bien compris ou peut-être adhéré au phénomène Macron. Et c'est cela que Emmanuel Macron doit essayer de rattraper, c'est-à-dire acquérir... C'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il essaye de faire en justement faisant du terrain et de la proximité, c'est-à-dire acquérir une popularité large et pas une popularité parisienne ou dans les grandes villes ou dans les territoires français qui sont développés. Une popularité plus large, une assise politique plus importante. Alors il y a du boulot et il y a aussi des appels. Quand même, sur l'interview du Point, il y a des extraits qui ont été repris après sur les réseaux sociaux pour essayer de pousser en tout cas les exergues les plus importants. Ça n'a pas été que 22 pages dans le Point. D'accord. Alors, on va y revenir à l'initiative effectivement. Justement des équipes du président, c'était quand même assez maigre par rapport à ce qui s'est fait justement hier suite à l'annonce sur le RSI, où là ils ont vraiment relayé énormément de messages pour expliquer le message principal. Alors on ne perd pas les réseaux sociaux bien évidemment, vous ne perdez pas non plus. On va écouter le président qui hier a fait un appel aux dons. Son ministre Gérald Darmanin avait déjà essayé. Visiblement, même si vous allez regarder, c'est en image, il nous avait vendu le truc, c'est pas sûr que c'est fonctionné, pas sûr non plus que l'appel du président fonctionne aussi. Allez, on écoute. Je n'ai jamais entendu quelqu'un féliciter l'État des 5 € d'augmentation il y a quelques années des mêmes APL. Pour une raison simple, les propriétaires avaient augmenté de 5 € le loyer. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout.
Tiens, vous voulez une réaction justement? François Dorcival est mort de rire. Avant de retrouver François Dorcival mort de rire, écoutez ça. Quand j'étais étudiant, on m'a demandé le prix, le montant de mon APL et on a fixé le loyer. Et une baisse de 5 €, ça vous aurait énervé, non? L'argent de l'État, il est fort probable que mon propriétaire aurait baissé du coup le loyer. Vous pensez que les propriétaires vont vous obéir au doigt et à l'œil? Non, c'est pas une question d'obéir, mais vous savez, il y a une jolie phrase du président Kennedy, il faut arrêter de se demander ce que le pays peut faire pour soi, mais ce qu'on peut faire pour le pays. Aujourd'hui, chacun, y compris les propriétaires, peuvent contribuer à l'intérêt général. L'intérêt général pour l'intérêt particulier du gouvernement et du président. Voilà Emmanuel Macron qui devient l'abbé Pierre. Belle image. Et oui, bien sûr. Donner pour loger les jeunes gens qui ne bénéficient pas des 5 € de l'APL. C'est je dois dire, un peu hors sujet par rapport au président de la République. Ça, c'est un peu pathétique. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que l'impôt qui n'est pas libre, il n'est pas libre. Alors ensuite, appeler les bailleurs ou les propriétaires à faire un effort, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi leur dire vous allez diminuer vos loyers de 5 € et pas de 10, 25, ou les augmenter, etc. Quelle est la liberté du bailleur? Je vous laisse continuer, mais vous savez que vous allez peut-être le voir justement, Gérald Darmanin avait annoncé que dans sa ville, lui aussi, il avait demandé que ça fonctionnait. Visiblement, nos confrères de France 2, ils sont allés faire un tour et ça ne fonctionne pas. Personne n'a baissé de 5 € et personne ne veut baisser de 5 €. Le président de l'AFNAIM, d'ailleurs, a dit hier sur notre antenne qu'il ne le ferait pas et qu'il ne voyait même pas pourquoi. Non, alors c'est quand même assez stupéfiant pour quelqu'un qui a annoncé avoir une pensée trop complexe pour les journalistes et pour la plupart d'entre nous, je dirais, d'avoir une injonction qui semble aussi simpliste, finalement, voilà, qui est même carrément simpliste, et qui n'a aucune possibilité d'être mise en place. Le problème, c'est qu'elle ne s'adresse même pas aux bailleurs et aux propriétaires, puisqu'il n'y a aucune possibilité qu'ils mettent ça en place. Elle s'adresse plus aux locataires. À la limite, est-ce qu'il y a une vraie volonté, une vraie stratégie? Là, on se pose la question, est-ce qu'on est plus dans l'improvisation? Et c'est là où ça détonne par rapport à la communication du Premier ministre. Le 17 août, Darmanin avait lancé ce ballon d'essai. Oui, crevé, mais il l'avait lancé. Non, mais je pense qu'il y a eu, de toute façon... Il y a une forme d'amateurisme quand même de la part du chef de l'État. D'abord, à décider d'une baisse de 5 € des APL sans aucune concertation préalable, ni même sans aucune annonce préalable, puis après à se rendre compte de l'effet dévastateur que ça a eu auprès des bénéficiaires de cette même APL, puis après en disant aux bailleurs de fonds et aux propriétaires, écoutez, finalement, vous avez qu'à baisser de 5 € vos loyers, comme ça on sera Vous ne l'avez pas trouvé tendu, Virginie, dans cette prise de parole? Il n'est pas comme il est d'habitude. Certains, d'ailleurs, en regardant les images, notamment dans la rédaction, ont dit ça nous fait penser à un certain Nicolas Sarkozy. L'APL leur colle au basque, d'ailleurs, c'est comme avec les coupes budgétaires dans l'armée, puisqu'on a le général Lecointre qui a remis à peu près la même chose. On vous en parlera peut-être demain, effectivement. Le souci était pas tant de je baisse les APL de 5 € pour les étudiants locataires, et puis 15 jours après, soit on fait un package complet et on explique pourquoi on le fait et à qui on demande des efforts et à qui on demande de s'investir, soit on ne fait rien, mais pas entre les deux. Parce que là, effectivement, on a du rattrapage, du rétropédalage, on embrouille tout le monde et au final, le message est mal perçu. Et il aurait peut-être été bénéfique d'expliquer peut-être qu'une réforme, parce qu'il y a 3 allocations pour le logement qui existent en France, que peut-être une réforme se préparait pour refondre ces allocations, pour mieux peut-être les distribuer à qui, comment et pourquoi, plutôt que de supprimer sans aucun préavis les APL, sans toucher aux autres allocations et sans expliquer le dispositif global. Les APL ne s'adressent pas qu'aux étudiants. En termes d'image, Tout à fait. François Dorcival, en termes d'image, n'est pas l'abbé Pierre qui veut? Sans doute, oui, parce que l'abbé Pierre n'était pas aux finances. Or, c'est ça. C'est effectivement cette décision-là. Elle était dans un tiroir du ministère des Finances, l'affaire des APL. Et le principal souci de ce gouvernement, c'est de ne pas être constamment sous l'autorité non pas seulement du président de la République, mais du ministère des Finances. Le ministère des Finances a des tas de décisions de ce genre dans ses tiroirs. Le problème, c'est ensuite de savoir
l'interpréter politiquement et de savoir si c'est acceptable ou si c'est idiot. Et de ne pas l'improviser comme vous venez de le dire. On ne peut pas faire appel au bénévolat, je dirais, pour essayer de corriger une décision politique. Et en plus, les Français ne sont pas dupes, parce que les réactions qu'il y a eu, notamment sur Twitter suite à ça, personne, en fait, il n'y aura même pas de clivage entre les locataires et les propriétaires. Personne ne comprend ces décisions. L'expression d'Emmanuel Macron, j'en appelle publiquement, elle a été largement détournée depuis hier. Vous avez un hashtag qui a été créé, tout le monde en appelle publiquement à tout et n'importe quoi aujourd'hui sur Twitter. Oui, Virginie, en 5 secondes. Oui, pas plus, vous avez entendu la musique? Je suis d'accord avec François Dorcival. Il y a aujourd'hui une prééminence de la haute fonction publique qui semble décider elle-même de décisions sans même en référer au pouvoir politique. Et Emmanuel Macron, qui a nommé des conseillers partagés entre Matignon et l'Élysée, qui tient très fortement la fonction publique, je trouve gagnerait à s'en dégager un peu plus. Voilà, hashtag, vous venez de le dire. J'en appelle publiquement. Voilà, hashtag, j'en appelle publiquement à vous. Merci à tous les 4 et à vous, cher public. Petite info avant de se quitter, on parlait du couple Macron qui fait vendre, record des ventes pour elle et pour Le Point, comme quoi, depuis 10 ans. À demain, l'information, bien évidemment, c'est tout de suite et on y revient largement sur Irma, ce cyclone qui se déchaîne plus de 360 km/h de vent.